Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Boulevard du Cinéma, le numéro 5. Alors aujourd'hui nous sommes avec Renaud. Bonjour. Louis. Christian. Hello. Patrick. Bruno. Et un invité spécial, Daniel Bouteiller. Patrick, tu veux nous parler de Ruggero Deodato? Oui, tout à fait. J'ai eu l'occasion avec mon ami Bruno Macaron, suite à de nombreux voyages à Rome, d'avoir la chance de le rencontrer à plusieurs reprises. Un homme très sympathique, avec lequel le contact était simple, vu qu'il avait une grand-mère qui habitait la France et que tous les week-ends il l'appelait. Donc c'était en français et pas en italien. Pour parler de Ruggero Deodato, déjà qu'il est né en mai 1939, le 7 mai précisément. Ensuite, une vingtaine d'années, il a commencé avec de l'assistana, avec Roberto Rossellini et surtout Sergio Corbucci sur Django. Et Ruggero nous parlait assez souvent en fait des anecdotes sur Django, puisqu'il disait, lui, qu'il avait tourné une bonne partie des scènes. Mystère Yves Dugomme, on ne saura jamais vraiment la vérité sur ce fameux film qui est Django. Ensuite, il a fait pas mal de films, des comédies, des thrillers et beaucoup de publicités. On va dire pour nous que sa carrière commence en 1977 avec Le Dernier Monde Cannibale, pour le premier film de la trilogie. Sur ce film-là, il nous racontait que son assistant Lamberto Bava avait eu un petit accident où un serpent l'avait un peu mordu en fait, à un doigt, et c'était vraiment une crise totale. Alors, il me disait bon, il n'avait pas trop l'habitude d'être dans des coins un peu chelous entre guillemets, tout simplement. Après, bien sûr, il y a son fameux film en 1980 qui est Cannibal Holocaust, qui reste son film le plus marquant et sur lequel il est connu à travers toute la planète. Nous n'allons pas discuter du film. Il y a les pour, il y a les contre. Et il me disait que pour lui, toutes les scènes de snuff movie avec les animaux, eh ben, c'était tout à fait normal parce que en fait, à la campagne, ils avaient l'habitude de tuer des animaux tout simplement dans la cour. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on continue en 1983 avec Les Prédateurs du Futur, un sous-film, un sous-Mad Max, dont il n'a pas signé de son vrai nom, mais vu la qualité du film, on le comprend tout à fait. Ensuite, nous avons en 1985, le troisième film de la triplette des films de cannibales, puisque c'est Amazonia, la jungle blanche, avec Michael Berryman en particulier, qu'il appelait tête de sucre et qui a une maladie en fait au niveau de la peau, c'est pour ça qu'il est comme ça. Et voilà, en finissant cette triplette sur le cannibalisme, c'est par ça qu'on le connaît un peu partout à travers la planète. Continuons avec 1987 avec Les Barbarians, production Canon, le film où il me disait qu'il avait eu plus d'argent. Il a voulu faire un film sérieux à la Conan, mais en fait, vu les deux Lascars qui étaient dans le film, les deux jumeaux, fin de culturisme, vu qu'ils faisaient des gags toute la journée, où ils se faisaient poursuivre par les flics, en descendant leur froc et leur montrant leurs fesses. Donc il a décidé de faire plutôt une comédie action qu'un Conan, et on le voit à travers le film. Il considère le film comme étant une œuvre très sympa et dont il est fier, tout simplement. Et, et puis en 1987, il fera un autre film qui s'appelle Body Count. Body Count, ouais. Body Count, qui est un slasher, hein, ouais. tout simplement. Ensuite, il a eu carrément un trou. Nous parlerons tout simplement de son film en 1993 qui s'appelle La machine à laver en français. Et il y a eu de 93 en 2016, il n'a rien fait. Et il a beaucoup tourné de séries télé. Et puis, avec ce film, c'est pas le grand retour de Ruggero Deodato. Pour ceux qui ont eu la chance d'être à Audincourt, il était à la 5e édition, membre du jury, et tous a vu le sympathique personnage que c'était. L'Holocauste, c'est historiquement le premier found footage, si je ne m'abuse. Il a quand même lancé un genre.
c'est quand même assez exceptionnel. Quelque chose, il a lancé un genre important quand même. Il y a Déjà, Witch après, il y a peut-être eu avant, Bruno, tu sais, s'il y a eu des found Bah, footage. écoute, found footage, bon, qui était un terme qui n'existait pas à l'époque, évidemment. Hein. Il y a eu ce qu'on appelle le Mondo Movie, hein, à l'époque, avec les films de Prosperi et autres. Ouais, ça c'est plus des faux C'est documentaires. différent, oui, c'est des faux documentaires. Oui, enfin oui, je sais ce que Mais- tu veux dire. Que là, ça fait vois, vraiment, c'est- l'équipe s'est fait c'est décimer, on a retrouvé le film. Ouais. C'est vraiment, on a retrouvé de la pellicule et on la projette. Quoi. Non, mais c'est un film fondateur. C'est fondateur, voilà. Donc Deodato, le père du found footage. En fait. Ah oui, oui, pour moi c'est ça. clairement. Ouais, enfin, il se passe combien de temps entre Cannibal Holocaust et c'est quoi Blair Witch Blair Witch, hein. Bah ouais, finalement, c'est un peu ça, oui. Après, il y a eu les On paranormales. ne pourrait pas dire qu'il a activities, lancé une mode, c'est juste que les autres l'ont Mais mis il a au créé bout un du jour, genre, c'est pas une mode, c'est un genre. Parce qu'à l'époque de Cannibal, je me rappelle dans la presse, on disait qu'il y avait théoriquement des films de found footage qui étaient en fait tournés au Brésil. Ouais. Tu te rappelles de ça, quoi Mhm. Et, Bah, il a fallu vu avec Yodan, que les acteurs viennent et prouvent que c'était pas le cas. quoi. Ouais, voilà. c'est ça. Tout simplement parce qu'on pensait que c'était vraiment réel. Quoi. Simplement. Mais il y a assez peu de metteurs en scène qui ont lancé des genres. Il peut être fier de ça au moins. Hein. Il a comme créé. Et puis il est connu à travers la planète grâce à ce film. Ouais, tout à fait. Et invité dans de nombreux festivals. Il a encore beaucoup de plaisir à le présenter d'ailleurs, comme au Bloody Weekend. Oui, parce que c'est son œuvre maîtresse. Hein. Ah oui, complètement. Alors c'est très bizarre quand même ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait à un moment donné là, c'est parce que le gros problème de ce fameux Cannibal Holocaust que moi j'adore, hein, que beaucoup de gens n'aiment pas ou ont du mal à voir parce que des animaux ils sont c'est vraiment sacrifiés. Ouais. Entre autres, tortue, les singes, c'est un peu malsain. Il a remonté volontairement pour les ressorties Blu-ray anglaises entre autres, une version sans ces fameuses Ah, scènes. d'accord. Ah oui. Ouais. Et voilà, je sais pas. Parce que Je les sais pas scènes, en trop fait, c'était quoi en penser, soi-disant parce le que- producteur du film qui avait inséré ces scènes-là. Non, à la base. non, je pense qu'il était tout à fait d'accord, parce que ça reste. C'est-à-dire, le problème de Cannibal Holocaust, c'est que c'est un film qui est magnifiquement foutu et qui a quand même une vraie thématique et un vrai sujet. Une grande Mais- efficacité. Quand Ouais, même, hein. carrément. C'est le rythme qui est Mais, exceptionnel. mais malgré tout, il y a ce problème qui maintenant, pour Oui. des tas de raisons, pose un problème à beaucoup de gens, et il les a retirés. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je sais pas. Bah, je pense pas pour lui, puisque lui, il défend les scènes. Ouais. Quand ils m'ont parlé, Il les défendait. il défend les scènes. Et, Mais bien sûr, Parce que c'est lui, il en était contradictoire, fier. des fois il a plusieurs. Et, je pense qu'il il a était fier plusieurs de ce qu'il avait discours, tourné. Disons, différents. Au niveau de l'intégrité de l'œuvre, c'est sûr que normalement elles ne devraient pas être retirées, elles ont été faites Voilà. à ce moment-là. Mais dû à la censure dans Ouais, mais- certains pays, ouais. je parle. Hein. Oui, c'était ça aussi. Il a fallu qu'il les supprime. je Mais en pense, même hein. temps, ces scènes-là, elles Ouais. les apportent À rien au l'origine, film. oui. Elles sont Si, pas- bien sûr À que l'origine, ça oui. Mais Bah, non, c'est complètement gratuit. C'est justement, C'est les coutumes des c'est sauvages. ça qui aussi, rythme le film Cannibal Holocaust. Je sais pas si Bruno sera d'accord avec moi. Mhm. C'est qu'en fait, quand il n'y a pas des scènes choc, c'est relativement lent. Il se passe pas grand-chose. À un moment, la musique t'amène, qui est exceptionnelle, comme chacun le sait, Ouais, qui est t'amène magnifique. un moment où tu te dis, il se passe passer quelque chose, et des fois il se passe rien, et des fois il se passe une scène choc comme ça. Et ça fait complètement partie du film. Si t'enlèves ces scènes-là, et c'est plus Cannibal Holocaust pour moi, je suis désolé. Très bien, Patrick. Alors, Bruno, tu vas nous parler d'un film. Oui, Putain, c'est bon. Bruno, tu vas nous parler de The Satanist. Alors, Alors, le sataniste. c'est un film. Ça raconte quoi? Ben, ça raconte pas grand-chose, mais... Ah. Euh, C'est bien d'en parler alors. Ouais, voilà. C'était pour... C'est un très bon choix. Merci Bruno. Donc, Bon, au suivant. C'était Alors, pour Daniel. rebondir. Me touche pas le bras, t'as vu, je me suis pas touché le bras encore. C'était pour rebondir sur un sujet, non pas pour rebondir parce que personne n'en a parlé, mais en fait, il y a eu pendant les années 60 énormément de films indépendants et régionaux qui ont été tournés principalement dans le genre sexploitation et donc assimilé au fantastique, etc. Et celui-là en fait partie, voilà. Et en fait pour revenir rapidement sur l'histoire, c'est que beaucoup de ces films étaient exploités que dans les salles de quartier régionales ou dans les grandes villes américaines ou dans les drive-in, et c'était des centaines et des centaines de films qui ne sont finalement jamais sortis du territoire américain, qui sont des minuscules budgets, généralement tournés en noir et blanc, d'une durée d'1 heure maximum,
Et la plupart de ces films ont été perdus, en fait. Et les copies 35 qui existaient, donc, ont été stockées, prêts à être jetés dans les années 90, puisque ça n'avait plus aucun intérêt de les exploiter. Et il y a un type en particulier, qui est malheureusement décédé, Mike Vraney, qui s'occupait du label Something World Video, qui a eu la chance à une époque, bon c'est pas le cas de ce film mais ça aurait pu, qui a eu la chance à une époque, pendant 48 heures, on l'a prévenu qu'il y avait un stock monstrueux de pellicules 35 de films jamais exploités ou en tout cas neuves et exploitables, qui étaient entreposées dans un entrepôt avant d'être détruites et qu'il fallait très rapidement amener un camion et ramener se récupérer toutes ces pellicules, quoi, pour pouvoir les exploiter d'une manière ou d'une autre. Et ce film, The Satanist, donc, qui est une petite prod, une minuscule prod de 68, tournée en noir et blanc, et post-synchronisée, parce que finalement, les budgets étaient tellement misérables pour ce genre de film, c'est qu'il n'y a pas de dialogue, en fait. Enfin, les acteurs récitent un dialogue, on ne saura jamais lequel, mais c'est une voix post-synchronisée, une voix off donc, qui raconte l'histoire. Voilà. Et donc ça c'est un film donc qui là viendra apparaître 45 ans plus tard et que probablement presque personne n'a jamais vu, qui a été restauré en 4K par des fans qui ont récupéré une copie 35 mm et qui l'ont restauré. Et voilà, c'est un film, une espèce de film fantastique, c'est l'exploitation, noir et blanc, donc pas synchronisé, qui a une durée très courte et qui représente tout à fait tout ce cinéma indépendant américain de l'époque où il y a eu des centaines de films, dont la plupart ont disparu. Le cinéma de drive-in qui est un peu ce qui a été exploité dans les drive-in et encore. Et encore, c'est même pas certain pour celui-là. Je sais même pas, d'ailleurs, il le précise pas, s'il a été exploité au cinéma vraiment, ou s'il est jamais vraiment sorti en fait. Hein. Mais il a la particularité, celui-là, par rapport à beaucoup de films de sexploitation qui sont quand même très basiques au niveau scénar, de présenter. La caméra a bougé de place, de présenter des scènes de sabbat, de satanisme, qui sont quand même super sympas, quoi. Voilà. Bon, c'est pas un grand film, hein, loin de là. C'est pas du full footage, puisqu'on en parlait. Mais finalement, on n'en est pas si loin, parce qu'en fait, ça a un côté hyper réaliste, parce que super cru et parce que super mal foutu, quand même. Et c'est pas très loin, et ça recoupe un peu ce qu'on a dit avant, hein. On n'est pas très loin de cet esprit-là, quoi. Avec, et tout ça étant ultra sérieux, ultra mal foutu, ultra mal cadré, ultra mal joué, etc. Mais moi j'aime bien, quoi. C'est tellement mauvais que ça en devient bon. De temps en temps, nous. Et puis il y a... c'est un peu du ratien. C'est avec les dialogues. Non, on est quand même plus dans l'esprit de ce que certains cinéastes français que tu aimes moyennement ont pu faire après, parce qu'il y a quand même une part d'érotisme hyper importante, quoi. Voilà. Tu veux parler de Jean Rollin, non? Tu fais des allusions. Jean Rollin. C'est Daniel qui l'a suggéré. Daniel qui est un grand fan de Jean Rollin, je crois. Absolument. Et de Michel Sardou. Et donc, pour visionner le film, alors, faut comment voilà, c'est un petit éditeur qui s'appelle Garage House Pictures. Et le type, parce qu'il y a un commentaire audio, il y a plein de suppléments, il y a même un film en bonus en plus de celui-là. C'est quand même super bien foutu, hein. Il y a un enfin voilà, les mecs sont à fond, quoi. C'est un type qui s'occupe, c'est américain, c'est un Blu-ray américain. On peut pas le commander Metal Master. Eh ben non, c'est tellement petit tirage que on l'a pas eu. Autre zone. Ils en ont tiré qu'un. Oui, il est toute zone, oui. On en profite pour dire quand même qu'on est à Metal Master. Oui, j'ai oublié de vous le dire au début, mais le tournage donc... Le tournage se fait au Metaluna Store. Dans ce qui reste de Metaluna Store. À la boutique, retrouvez l'ami Bruno qui pourra vous conseiller aussi bien qui vous parle de ce film ce soir. Voilà, vous pourrez retrouver ce film-là en particulier ici en vente à Metaluna. Absolument. Merci Bruno.
Non. Non, il vient de dire que non. Mais vous, ça reste. Mais c'est- vous c'est pouvez possible, venir quand même, Patrick. il pourra vous dire que non, il ne va pas, Voilà. vous achèterez. Il peut le commander. Non, mais c'est pas grave. Alors sinon Daniel, tu t'es pas présenté au début, tu peux nous parler un peu de ce que tu fais? Sérieusement. Sérieusement. Voilà. T'as raison. Alors, Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Daniel Bouteiller, Oui, donc je crois que tu es collectionneur d'affiches de films, de photos, de photos, d'affiches, effectivement, de tout ce qui... de tout matériel publicitaire et presse de cinéma. J'ai commencé en collectionnant sur le cinéma fantastique, et puis j'ai élargi à l'ensemble du cinéma. Voilà, donc j'ai commencé cette collection il y a 45 ans à peu près. d'accord. Comme toute collection, elle a commencé petite. C'est étoffé. Voilà, j'ai commencé par une photo, un contre-type d'un Dracula avec Christopher Lee. Et puis ça a grandi. Et en fait aujourd'hui c'est ton activité principale. J'en ai fait Tu en as fait ton activité. mon activité principale. J'ai une photothèque donc spécialisée dans le cinéma. Qui s'appelle Téléciné Documentation. Et donc nous fournissons des photos à la presse, à l'édition. Ce sont bien entendu des photos sur lesquelles nous n'avons pas les droits, mais nous agissons donc comme une photothèque. Nous mettons ces photos à disposition des gens qui les recherchent, et eux contactent les distributeurs, les producteurs pour obtenir le droit de les utiliser. Donc ça peut être la presse, je crois que tu travailles pour l'écran l'écran fantastique. fantastique. Voilà, alors pour l'écran fantastique, c'est un peu particulier, c'est une longue histoire d'amour, puisque je connais Alain Chocoff depuis plus de 40 ans, et en fait je l'ai connu en lui proposant de mettre cette collection qui à l'époque ne concernait que le cinéma fantastique, science-fiction et horreur. Donc je lui ai proposé de mettre cette collection gracieusement à la disposition du magazine. Et donc on a lié des liens d'amitié, et donc je continue à travailler avec lui. Voilà. Entre-temps, il y a eu un épisode Starfix, où j'ai donc participé à Starfix du numéro 1 au numéro 10. Et au moment pour ceux qui connaissent l'histoire de Starfix, au moment de la scission, c'est-à-dire du départ de Doug Headline, j'ai quitté le magazine, et c'est là que j'ai fondé cette société TCD. Très bien. Alors Christian, tu vas nous parler d'un film 3D. Ouais. Alors, Non, je vais pas parler d'un film 3D, je vais parler Ah. d'une compagnie 3D Ah. qui s'appelle 3D Film Archive, parce que bon, je dis parler d'un film à chaque fois, on va essayer d'élargir un petit peu chiant, le sujet. Et promis, c'est la dernière fois que je parle de 3D avant un certain temps. il était temps. Donc alors 3D Film Archive, c'est une société qui a été fondée en 1990 par un monsieur qui s'appelle Bob Funarek, ça a l'air de vous passionner. Absolument, non, c'est un monsieur qui est essentiel dans l'histoire du cinéma parce que c'est un collectionneur. Ça fait des dizaines d'années qu'il collectionne les films en 3 dimensions, les copies, il court partout dans le monde pour retrouver des copies. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films en 3 dimensions où il y avait une copie pour l'œil droit, une copie pour l'œil gauche. Et donc parfois il trouve qu'un œil, et puis donc ça fait un film en 2D, et donc il trouve à un autre endroit dans le monde une autre copie. Enfin bref, c'est un fou furieux de la collection, et ce monsieur met à profit sa collection depuis quelques années pour l'édition de Blu-ray 3D. C'est des longs métrages ou... Ce sont des longs métrages. En fait, il est spécialisé dans l'histoire de la 3 dimensions, c'est-à-dire tout ce qui était avant la dernière vague qui a commencé avec Avatar et compagnie, donc des années 20. Les premiers films en relief sont dans les années 20 jusqu'aux années 80.
Voilà, il y a eu 2 grandes vagues, les années 50 et les années 80, et il est spécialiste de ça, donc il remasterise les films, il les restaure, et il propose ses services à des éditeurs pour sortir ses films. Donc c'est pas lui qui édite le film lui-même, parce qu'il n'a pas les droits, mais quand un éditeur veut sortir un film, il dit « moi je peux vous faire une copie 3D », et donc il propose ses services, et il fait un travail de fou, donc c'est une petite société, ils sont une poignée à travailler là-dedans, il fait un travail de fou, c'est absolument phénoménal. Donc il a sorti à peu près une dizaine de films. Alors c'est lui qui a remasterisé Le Metteur de la Nuit pour Universal. D'accord. Donc j'avais parlé il y a dans une émission précédente, une copie absolument phénoménale, donc ça c'est lui déjà. Il a sorti une compilation de courts-métrages exceptionnels qui s'appelle 3D Rarities. On a des films des années 20, on a un combat de boxe de Rocky Marciano tourné en 3D, des courts-métrages avec Casper, des trucs, mais c'est complètement phénoménal. Il y a même des petits extraits du film que Coppola avait tourné en 3D en 62, un film érotique. Ah bon. Donc il a mis les scènes non érotiques, donc c'est un historien. Donc ça c'est vraiment, pour le fan de la 3 dimensions, c'est fondamental. Il a sorti récemment, alors il a fait un Kickstarter, un film de Byron Askin qui s'appelle September Storm, je crois que c'est jamais sorti en France. Hein. Et donc en gros, il a contacté les fans via des forums et il a dit c'est maintenant ou jamais, mes copies se détériorent, envoyez-moi de l'argent et je vous fais le film. Donc on a tous participé, enfin tous les fous furieux comme moi. Et le film, donc on l'a eu un petit peu en avance de phase et il sort chez Kino Lorber ces jours-ci, je sais pas si... il est dans les commandes déjà. Au courant du mois de mai. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est avril-mai. Très très sympa. Alors l'image est à tomber, donc c'est pareil. Quand on voit les copies d'origine sur lesquelles il part et ce qu'il fait à l'arrivée, c'est magique. Et ce qui est incroyable, c'est que le remastering de film, il demande 15 000 $. C'est-à-dire, c'est strictement rien, c'est ridicule. Donc il y a des films qui s'apprêtent à sortir en 2D, il va voir les gars, il dit que moi pour 15 000 $, je vous sorte la version 3D, sachant que un très beau Blu-ray 3D, c'est aussi un très beau Blu-ray 2D. Donc si vous n'êtes pas équipé, c'est aussi l'occasion de voir September Storm, de voir toutes les raretés 3D, Le Metteur de la Nuit, il arrive à faire, c'est des copies qui sont absolument splendides. Récemment, il a sorti The Mask, enfin il a contribué à The Mask, film d'horreur que tu connais bien, je pense, Bruno. Oui, j'adore. Où c'est un mec qui trouve un masque, et dès qu'on met le masque, le film passe en 3D. Ouais. Donc il y a quoi, un quart d'heure, 20 minutes en 3 dimensions, c'est absolument... moi je suis pas équipé en 3D, mais j'ai failli rien que pour ce il faut. C'est vraiment, je crois que c'est... et donc il y a un patrimoine de entre 50 et 100 films à sortir, et il en sort régulièrement, beaucoup avec Kino Lorber. Il a sorti Les Hôtesses de l'air, des Stewardesses, qui est un film pas terrible, mais qui prend toute sa dimension en 3D. Et puis récemment, il nous a restauré une copie de King Kong coréenne, Ape, qui est absolument redoutable, où il y a une scène où le King Kong se bat avec un requin. Ah oui, c'est celui-là. Donc en gros, c'est un mec qui est déguisé en singe, qui prend un requin qui a l'air moribond dans une piscine et qui le secoue. Caoutchouc, oui. C'est vraiment à voir. Ça s'appelait King Kong revient. King Kong revient, absolument. Ouais, tout à fait. Et en relief, c'est juste phénoménal. Et la copie, pour un film coréen de 1976, c'est juste magique. Tout le film est en 3D. Tout le film est en 3 dimensions, absolument. Ouais. C'est vraiment... la baston au requin, elle est à mourir de rire, et on s'en prend. Alors, c'était l'époque, les années 50-80, où on se prenait plein de trucs dans le visage avec des effets de jaillissement. Il travaille sur quelques films. Là, il y a une comédie musicale qui s'appelle Those Redheads from Seattle, qui sort bientôt chez Kino Lorber. Et puis il y a Cessez-le-Feu, Ceasefire, une sorte de film de guerre à moitié documentaire. C'est un documentaire, ça. Ouais, c'est ça. Mais par contre, tu peux nous dire, on en parlait off, mais voilà, pourquoi un film hyper représentatif des années 80, Space Hunter, Le Guerrier de l'espace. Oui, tout à fait. Il ne sort malheureusement pas en 3D. Ouais. Voilà, ça c'est un film absolument culte, c'est un film de science-fiction complètement splendide, et Peter Strauss, je crois qu'il va dedans. Ouais. Et il a contacté l'éditeur, et l'éditeur ça l'a pas intéressé, pour 15 000 $ d'y aller. Et donc il y a des pétitions, nous, le slogan c'est No 3D, no buy. Et c'est pas en 3D, on n'achète pas. Il y a plein de gens qui sont comme ça. C'est une niche, la 3 dimensions, ils tirent 3000 exemplaires. Mais ça se vend comme des petits pains, parce que c'est vraiment... on est à l'âge d'or technologique, on n'aurait jamais mieux à la télévision, c'est dommage que les éditeurs arrêtent. Mais voilà, il y a tout un tas de films comme ça. Et là, il y a Money from Home, un Jerry Lewis, Dean Martin, qui s'appelle en France Un galop du diable. En 3D. Alors, qui a été tourné en 3D en 1954 ou 53. Et leur voir Jerry Lewis en 3D, c'est un rêve. Bob Funarek a remasterisé un quart d'heure en 3 dimensions qui a été projeté, c'était juste phénoménal. Et là, il y a Olive Film, un petit éditeur qui avait sorti d'ailleurs un film avec 3D Film Archive,
Et il l'annonce. Et donc là, c'est pareil, on refait une pétition. Il faut absolument le sortir en 3D. On n'est pas à 10-15 000 $ près, c'est juste pas possible, quoi. Donc, Quand vous serez aux pétitions pour les films de Russ Meyer, je participe. Parce que il a Russ pas fait Meyer de en film, 3D. alors, j'ai fait un petit peu un top 5 des films que je rêve de voir dans une très très belle copie en relief. Il y a un dessin animé qui s'appelle Star Chaser, qui date de 84 ou 85. C'est de l'animation donc classique, en 3 dimensions. Donc il y a eu 2 fois les cellulos dessinés. C'est juste absolument splendide. Jamais sorti en France. J'ai un laserdisc et un DVD 2D. Mais bon, il faut vraiment voir ça en relief. Il y a le mythique La chair pour Frankenstein, Paul Morisset, Andy Warhol, que toi tu as vu, Patrick, en relief Un étrange festival. Ouais. Il est passé. Ouais. Donc il y a une copie, elle existe, le master existe. Star Chaser, c'est pareil, le master existe. Mais Donc, il y a était, plus qu'à- il était sorti en France en 3D. Absolument, oui, tout à fait. J'ai oui, vu, oui. j'ai vu en 3D à sa sortie. Absolument, ouais. Ouais. Je ne l'ai pas vu à Hollywood, mais Il est il passé était... Hollywood Boulevard. Alors il y a, moi mon rêve c'est Captain EO, le court-métrage de Coppola Lucas avec Michael Jackson. Jackson, ouais. On en trouve une copie 3D sur YouTube, mais bon, j'aimerais bien un beau truc. Il y a La Revanche de la créature, la suite de L'étrange créature du lac noir, qui n'est pas sortie en relief. Les Allemands ont sorti un Blu-ray relief en anaglyphe, là, donc rouge-bleu, là, complètement ridicule, donc aucun intérêt. Mais on espère le voir celui-là. Je pense que ils vont nous sortir un beau coffret avec toutes les créatures. En Polaroid. et puis, En 3D Pola ou... Ah oui, la vraie, voilà, vraie tout à fait, 3D. la seule qui est intéressante. Il y a un film chinois qui s'appelle Dynasty, qui a l'air très très bien, aussi de 77. Pareil, il y a des copies qui circulent, donc ça, il y a un pan du cinéma à voir absolument, quoi. Donc voilà. Alors sinon, moi, ce que je retiendrai chez 3 films archives, s'il faut en acheter 3, je vous dirais 3D Rarities, qui est vraiment, ça dure 3 heures, c'est un festival de courts-métrages, de documentaires complètement phénoménal. Thunderstorm, qui est vraiment très très sympa. Byron Askin, l'homme de la guerre des mondes, qui a fait un beau film d'aventure très sympa. Bon, c'est les années 50. Et puis Le Metteur de la nuit, j'en avais parlé, ça c'est vraiment juste absolument parfait. Donc voilà, il faut supporter 3D Film Archives et on continuera à acheter toutes leurs productions. Dis-nous, Christian, on peut les trouver où ces films? Alors les Kino Lorber, on les trouve ici, Bruno, tu peux on les a, tu peux sans les trouver, problème. voilà. Flicker Alley qui sort 3D Rarities, je sais pas si tu as vu Si, Flicker on l'a Alley, aussi. d'accord, qui sort aussi tous les films au Cinérama. Je vous en parlerai un jour. Ouais. Le Cinérama, ça va être Oui, les ça, prochaines marottes. Technologie. Absolument, tous les vieilles technologies has-been, je suis spécialiste. Voilà, donc ça se trouve, c'est de l'import. Au mieux, on a des sous-titres anglais dans ces copies-là. La plupart sont en multi-région. Je crois que les Ouais, French sont à multi-région. part les kinos, les kinos sont régionalisés. Ouais. Ah, ils sont régionalisés, d'accord. Bon, on va acheter un lecteur multizone, sachant qu'il y a très 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 peu de chances que ça sorte, Bah non, en hein. France. Très bien. Tout simplement. Renaud, tu vas nous parler de Maniac. Je vais parler de Maniac de William Lustig. Un film, oui, ou Bill, c'est vrai, un film de 1980 qui se passe à New York, dont plusieurs scènes ont été filmées sans autorisation. Je pense notamment à la scène du métro, au début du film, quoiqu'il y en ait plusieurs. Donc, dans le film, on retrouve Joey Spinell, un acteur tout talentueux qui jouait dans Rocky 2, qui faisait un homme de main. Et dans le Parrain 1 et 2 aussi. Et dans le Parrain 1 et 2. Donc le nom du personnage est Frank Zito. Alors pourquoi Zito? Parce qu'en fait, Joseph Zito, le réalisateur de Portée disparue, est un grand ami justement de William Lustig. Donc c'est pour ça qu'il a appelé son personnage Frank Zito. Donc voilà, on y retrouve la belle Caroline Munro, que je sais que vous l'appréciez tous. Alors aux effets spéciaux, on retrouve Tom Savini. Oui. Aux effets spéciaux, on retrouve Tom Savini avec la scène que j'adore dans le film, c'est-à-dire la scène où il se fait exploser la tête, qui est une scène hallucinante. Je pense que c'est une des scènes les plus violentes qu'on ait vues au cinéma. Il se fait sauter la tête au fusil à pompe. Normal. Normal, quoi. Ça pique un peu. Donc, il y a beaucoup de meurtres dans ce film, parce que le personnage principal est vraiment tordu. Et d'ailleurs, les meurtres rythment le film un petit peu. Un film très sordide, avec une ambiance malsaine. Moi, je me rappelle très bien de la bande-son qui est vraiment anxiogène, très présente, très travaillée. C'est un film très travaillé. Un sentiment malsain ne quitte pas le spectateur tout le long du film. Un film qui a d'ailleurs été interdit aux moins de 18 ans en France. Donc William Lustig est réalisateur de Vigilante
et de Maniac Cop, un film qu'on apprécie beaucoup. Et alors depuis, il a pas réalisé beaucoup de films, en fait, il s'occupe de Blue Underground. Il est éditeur, voilà. C'est un homme d'affaires. Je crois que Bruno me disait qu'il était vraiment un grand homme d'affaires. Il sort énormément de Blu-ray, de DVD. Il fait redécouvrir des films. Oui, il ressort un film par mois à peu près. D'ailleurs, toi, tu l'as vu dans le Blue Underground. Ah, moi, j'ai vu dans le Blu-ray Blue Underground, voilà. Et apparemment, la qualité n'est pas... Alors, moi, je trouve que c'est une belle copie. Parce que j'avais le DVD, donc l'image était un peu plus moyenne. Mais d'après Bruno, c'est pas la meilleure édition possible. Écoute, moi, je suis un peu déçu par cette édition qui date un peu maintenant, mais bon. Où Lustig, comme c'est un film tourné en 16 mm, on l'a vu avec le Texas. Pourquoi tu souffles de ton On l'a vu avec la Massacre à la tronçonneuse. Oui, ouais, c'est les limites du 16 mm en fait. Ouais. Parce qu'après, c'est 20 mm. La colline a des yeux aussi. La colline a des yeux, il y avait oui. des problèmes. La colline, déjà en 16 mm. Et justement, c'est très difficile d'avoir une bonne qualité avec des films en 16 mm. Surtout en HD. Ce qu'il faut dire de Maniac, c'est que c'est typiquement un film de vidéoclub. Je suis pas persuadé d'ailleurs qu'il a eu un gros succès quand il est sorti, mais que sa réputation est venue au fil des années, justement au fil des locations dans les vidéoclubs où il a acquis son statut de film de la jaquette. Il faisait partie de la collection René Château. René Château, la collection à la télévision. Il s'est fait de la thune quand même. Complètement. Alors donc normalement il devait y avoir une suite à Maniac. Il devait y avoir un Maniac 2. Malheureusement, Joe Spinell est décédé en 1989. Il est mort jeune, hein. C'est relativement jeune, je crois que c'est d'années. un accident cardiaque, je crois. Peut-être qu'il consommait de la drogue, ce qui est tout à fait envisageable. Je voulais aussi vous parler du film Flashdance. Le film Flashdance a un lien en fait avec le film Maniac. La chanson Maniac justement a été inspirée, les paroles ont été inspirées par le film. Ah d'accord. Voilà, Mais par contre, pour revenir sur l'histoire de la copie 16, on l'a vu que c'était le 16 en fait. Évidemment, c'est un format qui n'a plus lieu d'être vraiment maintenant et qui avait un grain très prononcé et qui est super dur à transférer en HD. Donc par exemple avec le Texas Chainsaw de Hooper, c'était super. Le Maniac de Lustig, alors que c'est lui qui a supervisé le transfert, je trouve que là le grain il est trop prononcé. Oui, mais en fait c'est sombre et en même temps il y a beaucoup de scènes d'extérieur, les scènes dans le métro, etc., qui sont au contraire vachement avec ton vachement bien éclairé, qui sont beaucoup trop lumineuses quoi. Et donc le grain, et c'est un gros problème chez Blue Underground, ça il faut le noter quand même, c'est qu'en fait bien souvent ce que Lustig a fait, pour des raisons que j'ignore, c'est pour des raisons de coût probablement, c'est de lisser l'image au maximum. Voilà. Et à l'inverse, de créer un grain artificiel qui est systématique sur toute l'image des films. C'est terrible ce bruit que tu fais avec ton nez. Et il n'y a pas que son nez, d'accord. Et donc, oui, voilà. Donc par exemple, sur Maniac, ça reste à la limite, mais c'est quand même un peu chiant. Et par exemple sur le Django de Corbucci, le Blu-ray Blue Underground, c'est un gros problème parce qu'en fait le film est très granuleux, c'est c'est tourné avec de la péloche pas terrible et peu coûteuse des années 60, et en fait c'est bien, t'as arrêté. Et en fait justement en retirant entièrement le grain et en le rajoutant artificiellement, il y a des scènes où ça passe très bien et des scènes où c'est carrément abominable quoi. Où ça a une impression de fourmillement terrible quoi. Et c'est un peu le problème de Maniac. Mais bon, le film est génial évidemment, et le transfert est plutôt bien et d'origine, mais c'est quand même pas. Il aurait dû adapter son transfert à quelque chose de plus visible. Louis, tu veux nous parler d'un film? Bien évidemment. Je vais vous parler des trois ninjas. Cette semaine, même si c'est des vieux films. Donc il y a deux catégories dans ce que je vais dire. Il y a les catégories pour les dépressifs et pour les non dépressifs en fait. Donc pour les dépressifs, faut surtout ne pas regarder La Dénonciation,
titre anglais Whistleblower, avec la sublime Rachel Weisz qui parle en fait du trafic entre autres d'êtres humains, etc., pendant la guerre du côté de Sarajevo, enfin même à Sarajevo la plupart du temps. C'est une descente aux enfers de ça part juste un trafic de personnes entre l'Ukraine et la Yougoslavie, on va dire, c'était encore la Yougoslavie. Et en fait, on se rend compte que, et c'est tiré d'une histoire vraie, sinon ça n'a pas d'intérêt, que en fait tout le monde est pourri, quoi, de la base jusqu'au sommet, il n'y a personne à rattraper aux Nations Unies, donc voilà, donc si vous êtes déprimé, regardez pas ce film, parce que vous allez vous flinguer direct à la fin, c'est pas la peine. Regardez plutôt Doom. Doom, adaptation du fameux jeu vidéo des années 90. C'est un film complètement décérébré, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de cerveau pour le regarder, vous avez passé 2 heures avec un sourire jusqu'aux oreilles, et à la fin vous voudriez que ça dure encore, quoi. Parce qu'en fait c'est tout le temps la même chose, mais c'est tellement bien fait que ça devient ultra jouissif. Préférez la version longue, parce qu'elle est plus longue que l'autre, même si c'est à peu près la même chose tout le temps. Vous avez passé un bon moment, en plus il y a des vrais acteurs dedans, pas de rock, mais Karl Urban par exemple. Et voilà, donc ça a un rythme comme un jeu vidéo, donc ça n'arrête pas, c'est en gros Aliens pendant 2 heures, quoi. C'est voilà, sans temps mort, sans discussion, sans parlotte. Donc pour passer un moment et s'éclater, Doom, et si vous avez envie de suicide, Whistleblower, la dénonciation, là c'est autre chose. Voilà. Ok, très bien, merci Louis. Alors, Louis, tu parlais de films décérébrés, dans cette catégorie, moi j'ai ça. C'est la trilogie Ninja, un très beau coffret qui est sorti il y a pas très longtemps, chez ECS Éditions. C'est un éditeur qui fait vraiment des choses intéressantes ces jours-ci. D'ailleurs, ceux qui vont sortir prochainement, Le Fantasme de Coscarelli. Ouais. C'est quelle résonance. Entre autres, ouais, ça on en parlera plus tard. Et donc ce coffret, en fait, c'est du pur bonheur, car c'est du grand n'importe quoi. Alors déjà, ça commence par le 1, il faut savoir, le film est produit par la Canon. La Canon, donc la célèbre firme des cousins Menahem Golan et Yoram Globus. Les yo-yo. Qui donc au début des années 80 ont donc racheté la Canon. Ils n'ont pas créé la Canon, parce que tout le monde pense, mais ils ont racheté la Canon qui est en fait, qui faisait plutôt de la série B voire Z plutôt dénudée. Ouais. Et donc eux, ils ont voulu vraiment en faire autre chose, parce qu'à la base, ils étaient implantés en Israël, ils étaient producteurs et réalisateurs. Et donc ils voulaient le rêve américain, donc c'est fait par ce biais en achetant la Canon. Et le premier film donc qu'ils ont produit, le premier film d'action, donc ça a été le premier Ninja, l'implacable Ninja, qui d'ailleurs est réalisé par Menahem Golan, et c'est du grand n'importe quoi déjà le. Alors, ce qui est incroyable, c'est que le ninja, c'est Franco Nero. C'est Franco Nero. Ah, il est tout sauf ninja, il est doublé dans toutes les scènes d'action. Oui. C'est juste. Bon, on l'aime bien parce que Franco Nero, en fait, il est vraiment tombé par hasard dans le film, puisqu'il se trouvait. Pendant le tournage, il se trouvait aux Philippines. Il y avait un festival de cinéma où il était invité. Parce que le rôle principal, en fait, devait être interprété par le scénariste. C'était un ancien champion du monde de karatéka, enfin d'arts martiaux. Il s'appelait, je vais trouver son nom, c'était Mike Stone. En fait, Mike Stone qui a voulu la faire un peu à la Sylvester Stallone, qui en fait a voulu s'imposer en tant d'acteur principal, comme Stallone avait fait avec Rocky. Mais le problème, c'est que les rushs, c'était une catastrophe. Donc non, les producteurs ont vu que c'était catastrophique. Et comme Franco Nero donc se trouvait là-bas, en même temps pendant le tournage, en fait, un producteur lui a dit « Franco, ça te dirait de faire un film d'arts martiaux ?» Bah, pas de problème. Donc, il s'est retrouvé là complètement par hasard. Et il va apprendre les arts martiaux pendant le tournage, au fur et à mesure des scènes. Ouais. Il est bon, Franco Nero, dans le film ? Ce qui est pratique quand on joue le rôle d'un ninja, c'est qu'on voit que les yeux. Donc, effectivement, dans quasiment toutes les scènes, il est doublé. Justement, il est doublé par Mike Stone, qui a fini comme cascadeur. Et en face de lui, il y a un vrai artiste d'arts martiaux, c'est Sho Kosugi. Absolument, ouais. Qui est le point commun entre les 3 films. Il aura 3 rôles différents dans les complètement différents. Et lui, c'est un vrai spécialiste d'arts martiaux qui, lui, n'est pas doublé, qui fait des super combats, des super cascades. C'est pour ça que c'est lui qui va diriger quasiment toutes les chorégraphies de la trilogie. Et donc, l'acteur Sho Kosugi, qui va se retrouver dans le second volet. Premier rôle, ce qui n'était pas arrivé pour un acteur asiatique depuis Bruce Lee, donc premier rôle dans une production américaine. Bon, il s'en sort plutôt pas mal, donc il continue encore à... Même s'il n'a rien fait derrière.
Bah, la trilogie, ouais, il a fait les 3. Il a fait des- quand même. Ouais, ouais. Il a fait quelques films, mais vraiment des petites séries B après. Il se bat bien quand même. Ah ouais, il est ouais, bon, ouais, hein. on voit il est que bon, ouais, hein. il se débrouille bien. Et je crois que dans le deuxième, justement, il fait plusieurs personnages, il double d'autres acteurs. Bon, toujours l'avantage d'être un ninja, oui, oui. Il l'explique Je lui-même. suppose qu'il était décédé, mais Bruce Lee aurait fait des merveilles là-dedans. Ouais. Il aurait été peut-être un peu cher. Oui, c'est vrai que. Pour la Canon. Pour la Canon, oui, peut-être un peu Le plus budget cher. de Mémé Yo-Yo. Et donc le deuxième est complètement délirant. Il y a même le fils de. La concierge de Madame Golan. Non, dans le deuxième De de Bruce Sho Lee. Kozugi, Ah oui. il a un fils qui a 6 ans et à un moment donné, le fils se bat avec des adultes. En fait, c'est complètement délirant. Et Et le chat aussi, non? Et le 3. En gros, tu leur mets combien d'étoiles alors? Parce que le 3, c'est quelque chose. Hein. Alors le 3, Ah, le en fait, 3. ça va vraiment crescendo dans le grand n'importe quoi. Le 3, donc déjà le rôle principal est interprété par une fille, une actrice. Déjà l'histoire est un peu bizarre puisque c'est une actrice qui se trouve envoûtée par le Personnage du 2. C'est la possession dans le 3. voilà. C'est un film fantastique, le 3. Oui, complètement ouais. fantastique. Oui. En fait, c'est une fille qui se trouve possédée par l'esprit d'un ninja qui vient d'être tué par des policiers, mais au bout de. Il a une trentaine d'impacts de balles. Il meurt au bout de. Et donc, ce ninja réussit à se mettre dans l'esprit de la fille. C'est du grand n'importe quoi jouissif. C'est pour ça que c'est bien. C'est bien. Et surtout, moi, je vous conseille de voir les 3 en VF, parce que la VF ajoute encore plus de saveur à l'ensemble. D'accord. Donc là, si justement, Louis, vous parlez d'un film déprimant tout à l'heure, si vous voulez le contraire, il faut prendre ça sans Alors, souci. Un petit truc que je voulais dire, c'est que ESC a sorti les films en Blu-ray. C'est respect total parce que des films Dans de cette très, époque, très belles copies en les plus. copies sont Oui. splendides. Ils l'avaient annoncé en DVD. Je sais pas ce qu'ils leur a pris. Ils ont dit aussi, on fait aussi un Blu-ray. Ah, il y a eu beaucoup de demandes en Et fait. franchement, Ils ont c'est fait, splendide. quand ils l'ont annoncé à travers les Ouais, tu te réseaux souviens sociaux, les gens, il y a eu beaucoup de demandes pour le Blu-ray et ils ont passé le cap et c'est cool. Et c'est cool. Et parce moi, que- le Ninja 3, je m'en souviens très On bien. l'a vu au Rex, je te rappelle. Parce que au Rex, Ah oui, juste carrément. Ouais. Ah, tu l'as vu le 3 alors Ah, au Rex, je l'ai vu, à Ouais. l'époque. Bruno. Pardon. l'anecdote Oui. du Rex, c'est que à l'époque, quand on était jeune et qu'on n'avait pas d'argent, enfin d'ailleurs on peut être âgé. Pas avoir. Ce qui prouve une continuité. On peut être fier. Une espèce de continuité. En fait, moi j'allais. En fait, il y a une époque, pas au début, mais à cette époque, quand ils ont passé Ninja 3 au Rex, il y avait des séances de l'après-midi où ils passaient en boucle les films qui étaient moins chers et qui te permettaient de rentrer dans la salle facilement parce que les séances du soir. C'était quand même, c'était archi complet, etc. Donc moi, ce que je faisais, et c'est pour ça que j'ai vu plusieurs fois Ninja 3, pour de bonnes, mauvaises raisons, mais en tout cas de bonnes en l'occurrence, c'est que je rentrais dans la salle dans l'après-midi, et après je me planquais dans le décor, voilà, pour pouvoir rester aux séances du soir où tu avais des films un peu plus en avant-première, etc. Et donc j'ai vu en fait 2 films, Ninja 3 donc, et Silent Scream avec Barbara Steele. Qui est un film sympa aussi, hein, mais que j'ai vu plusieurs fois planqué dans le décor. Et bon, après, il y en avait un peu marre. Mais, voilà, j'étais planqué dans les palmiers du Rex, qu'on connaît tous, qui existe toujours. Tout à T'as eu fait du bol, parce que légalement. moi je me suis tapé 5 fois Condorman. Ça, c'est- Condorman, ah oui. J'aime bien Pas ça. facile non plus. Alors Christian, tu as fait une petite interview de David Fakrikian. Absolument. C'est bien ça, j'ai Oui, bien oui. prononcé. Ouais, ça doit être à peu près Donc ça. il vient de sortir un livre sur James Cameron. Donc tu as posé quelques questions et on va voir le sujet tout de suite. Donc interview George Lucas, première. Bonjour David, bien content de te revoir après tant de temps et depuis que je te connais, c'est-à-dire un paquet d'années, tu nous parlais toujours de James Cameron. C'est vrai, j'en parlais déjà. Et tu viens de sortir ce super livre, David Cameron, l'Odyssée d'un cinéaste. Non pas David Cameron, David Fakrikian, James Cameron, l'Odyssée d'un cinéaste. Ah ouais, d'accord. Parce que David Cameron, c'est un ministre anglais, non, je crois. Enfin, je crois que c'est des Ouais, gens mais avec qu'on le va Brexit, entendre. ça compte plus. Donc, ouais, ça me fait bien plaisir. Ah, pourquoi cette passion pour Cameron depuis si longtemps? Pourquoi ça s'explique pas en fait? C'est juste j'ai découvert Terminator, et comme beaucoup de gens, et progressivement au fur et à mesure que le film avance, on te dit c'est pas mal, et puis quand on arrive à la scène du commissariat, la fameuse scène je reviendrai, et il sort,
Et on se dit, donc en se remettant dans le contexte, hein, c'est la première fois qu'on voit la scène, on se dit, mais tu vois, c'est une machine, elle est là pour tuer, pourquoi elle sort, qu'est-ce qui se passe, et poum, il y a une bagnole qui rentre, et ensuite il tue, je crois, 17 flics. Et ben c'est à ce moment-là où on se dit, mais ce réalisateur est incroyable. On savait pourtant que c'est le réalisateur qui avait fait Piranha 2, mais voilà, on savait que les horizons seraient plus souriants pour lui après ça. Donc, belle carrière de Cameron, qui n'a pas fait finalement tant que ça de films. Si on doit retenir un film de James Cameron, pas facile pour toi, un film. Moi, c'est difficile de choisir entre. C'est pas mes enfants, hein, c'est pas mes films, mais pour moi, c'est le premier en fait. Le premier qui est la découverte. Terminator. Le choc, ouais, Terminator. C'est le premier, pas Piranha 2. Oui. Piranha 2 qui est un espèce de numéro 0, si on veut, un brouillon. Quoi. Et c'est pas un peu frustrant qu'il fasse aussi peu de films? Non, parce que s'il alignait, je pense, les films comme Spielberg, par exemple, aime les faire, il y aurait moins d'attentes pour chaque film. La barre serait, à mon avis, moins haut. Et il aime mettre la barre extrêmement haut. Et l'idée avec Cameron, je crois qu'on l'a, en fait, quand on découvre Terminator et ensuite quand Aliens arrive, même Abyss, Terminator 2, etc., c'est quand on s'assoit et qu'on voit le film, on sait qu'on va vivre un ride, un truc monumental, quoi, qui soit à la fois au niveau des effets spéciaux, mais émotionnel aussi, parce qu'il y a un truc qu'on critique beaucoup, je lis énormément de critiques sur Internet, mais on dit qu'il ne sait pas écrire les personnages, etc. Non, ces films marchent parce que les personnages sont réussis à chaque fois, même si effectivement il les taille à la serpe pour que ça fonctionne. Donc là, il est parti en Nouvelle-Zélande tourner toute une série d'Avatar. Entre Los Angeles, on ne sait pas où, parce qu'il est divisé entre les deux pays. Et on ne sait pas si. Je crois qu'il y a du studio à Los Angeles et puis une partie de production, de post-production, effets spéciaux, etc., qui est en Nouvelle-Zélande. Ouais. Tu as quelques infos à nous donner sur ces futurs avatars? On n'en sait pas plus, puisque lui garde le secret autour. Donc, moi, ce que je pense, c'est que généralement, les gens s'imaginent qu'il va refaire le même film qu'il a fait avec le premier. Or, c'est mal connaître Cameron, parce qu'à mon avis, ça va être complètement différent, même si je pense qu'au moins 2 des films vont être sur la planète Pandora. Apparemment, le 4e et le 5e, parce que donc là, il a déjà fait le 1, donc c'est 2, 3, qui serait donc la suite qui compléterait la trilogie, et ensuite le 4 et 5 serait un seul scénario qui a été coupé en 2, pour faire 2 films. Et apparemment, on parle, une rumeur court que ça se passerait sur la Terre, dans les terres du futur dévastées. Donc peut-être qu'on pourrait avoir l'équivalent du film qu'on n'a jamais eu, de Terminator, des scènes dans le futur, qui ont fait fantasmer les gens. Et on a même après, McG a essayé de faire un film qui se passe dans le futur, qui n'est pas si réussi que ça. J'ai l'impression que tous les avatars à venir, et donc la saga Avatar en général, sera le testament cinématographique, si tu veux, de Cameron. Je doute qu'il fasse un film après ça. Surtout quand on va arriver, il aura quasiment 70 ans, quand il aura fini, parce que c'est dans 8 ans, au mieux. J'ai vraiment la sensation en fait que c'est quelqu'un qui a pensé, de toute façon je le dis dans mon livre, il a pensé sa carrière, dès qu'il a fait Terminator et Aliens, il a réfléchi à ce qui allait être la suite. Et tout ce qu'on voit là, tout ce qu'on va voir au cinéma a été pensé, même si c'était pas écrit entièrement. Au moins, il y avait des traitements qui existaient, etc. Tout ça a été pensé au milieu des années 80. Ah, d'accord. Tu parles dans ton livre de toute sa carrière, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il n'a pas fait. Est-ce qu'il y a un gros projet abandonné qui te frustre un petit peu, que tu aurais vraiment aimé voir? Moi, je pense Spider-Man, ça aurait été s'il avait fait Spider-Man au milieu des années 90, après True Lies, à la place de Titanic, par exemple, je pense que ça aurait été un truc incroyable. Maintenant, le Spider-Man de Raimi, je le dis dans le livre, est très voisin, puisqu'ils ont littéralement pris tout. C'est-à-dire que il y a des histoires de plagiat souvent à Hollywood, etc. quoi, mais il y a une forme de plagiat qu'on peut pas attaquer en justice, dont on ne parle pas. C'est quand un réalisateur arrive avec une vision, comme il a fait pour Spider-Man, même si on ne prend pas les éléments de son scénario, des dialogues, de la construction, etc., on peut prendre tout le travail qui a été fait autour, le style, les idées générales, l'approche, les angles, etc. Enfin, et ça, c'est ce qui s'est passé avec Spider-Man de Raimi, qui pour moi est un film proto-Cameron, où Raimi n'est qu'un... Je dirais, il amène quelques trucs à lui, hein. Il y a des styles visuels évidemment qui lui sont très propres, mais globalement, en fait, pour moi, c'est une espèce d'aboutissement, mais qui est moins bien, enfin forcément pour un fan de Cameron comme moi, qui est moins intéressant que si Cameron l'avait fait, parce que Cameron aurait fait un film R de toute façon, hein. Spider-Man était plus
peu plus proche de l'âge adulte. Il y avait des gros mots et tout, et le film était beaucoup plus sérieux, même s'il y avait énormément d'humour, comme il y en a toujours dans les films de Cameron. De toute façon. D'accord. Dernière question. Donc ton livre, absolument passionnant, semble beaucoup plaire aux réalisateurs. Même. Donc c'était quoi l'approche pour toi de ton ouvrage? J'imagine que c'est pas juste une biographie de sa naissance. En fait, c'est intéressant. C'est un ouvrage que j'ai tenté à plusieurs angles. C'est-à-dire qu'il faut qu'un enfant qui a juste vu Avatar et peut-être un Terminator puisse le lire et découvrir ce personnage qui est Cameron sans souci, sans aucun. Donc ça se lit vraiment comme on me l'a dit, comme un roman policier. Maintenant, je pensais en le faisant que c'est un bouquin qui découragerait les gens de faire du cinéma, parce que je montre la réalité, l'envers du décor qu'on ne voit jamais dans les making-of, qui est que c'est super dur, qu'il faut gérer des gens et que parfois les gens sont pas d'accord avec vous, vous en tant que réalisateur. Que comme me disait un fan, finalement il a sacrifié sa réputation pour faire ses films, parce que finalement il a pas une très bonne réputation en tant qu'être humain, je parle. Et en fait c'est curieux, c'est que c'est l'effet contraire qui se produit, c'est-à-dire que les réals donc j'ai eu j'ai eu Yann Kounen qui a réagi, j'ai eu Christophe Gans qui a réagi, j'ai eu Fabien Ramblier qui est réalisateur 3D, qui était l'acteur de Premier baiser, qui a réagi aussi, et tous me disent « Ah, ça te donne une pêche folle, t'as envie de faire du cinéma avec ça ». Donc je pense qu'en fait, en décrivant la difficulté, mais en montrant en fait comment un mec d'acier comme lui, puisque lui c'est Iron Man, littéralement, comment un mec arrive à surpasser les éléments et les relations humaines, etc., pour arriver à faire ses films. Parce que finalement, ce que je dis dans l'édito, dans l'avant-propos, au final, on fait des films pour que les gens ressortent de la salle avec la banane, quoi. C'est pour ça que les réalisateurs le font. Et je trouve ça assez intéressant, c'est que finalement, ce bouquin donne la pêche aux réalisateurs pour se dire, je veux arriver à ce niveau-là, quoi. Ok. Écoute, merci David. Vous savez ce qu'il vous reste merci à faire. À vous. Alors, un film que vous avez vu récemment, messieurs, je crois que... Daniel, tu as vu les Gardiens de la Galaxie 2. Absolument. Alors. Et c'est très très bien, c'est très fun. On peut pas dire que ce soit meilleur que le premier. C'est différent, c'est plus délire, mais c'est vraiment très sympathique. Toujours aussi politiquement incorrect ou... Totalement. D'accord. Totalement, et complètement déjanté. Groot revient, on peut le dire sans vraiment déflorer le sujet, parce que il est sur toutes les affiches, et simplement c'est Baby Groot. Voilà, et qui va... Donc c'est un élément essentiel du film, quoi, en fait. Complètement. Il y a beaucoup, le ressort comique, je suppose, vient de ce personnage, entre autres. Pas uniquement du raccoon qui est copieusement insulté à toutes les sauces, qui pète les plombs régulièrement. Et Kurt Russell, alors il est bien dans le film. Absolument, il a même un double rôle avec une performance très étonnante d'effets spéciaux, puisqu'il apparaît jeune. Donc entièrement rajeuni, avec donc en CGI, et c'est très bluffant. D'accord. Très bien. Alors Christian, toi tu as vu... J'ai été voir Grave, c'est sorti il y a quelques semaines, oui. Un film de Julia Ducournau, très très intéressant. Alors l'histoire c'est une jeune fille qui se retrouve démarrer ses études dans une école vétérinaire, donc elle a environ 16 ans, elle retrouve sa sœur. Bizutage, donc voilà. Il faut préciser qu'elle est végétarienne. Alors justement, voilà, donc bizutage, où on lui force à manger un petit morceau de viande crue, et ça joue. Ça a l'air qu'elle est végétarienne, sa mère a beaucoup insisté, c'est-à-dire qu'elle ne mange pas de viande, et suite à l'ingestion de ce petit morceau de viande, elle va découvrir sa vraie nature. Je ne vous en dis pas plus. Alors c'est vraiment un film qui va se situer entre le film d'auteur et le film de genre. C'est gore, vraiment un film d'horreur. C'est très très intense. C'est intense. Et les gens étaient très mal à l'aise dans la salle. Si on ne sait pas ce qu'on va voir, on peut vraiment être déstabilisé. Une super performance de l'actrice, une jeune fille qui s'appelle Garancière quelque chose, j'ai plus son nom en tête. Voilà, très 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 sympa. Pour nous, les fans de films d'horreur, de films de genre, on est aussi un peu déstabilisé parce qu'il y a un côté film d'auteur aussi. Donc c'est vraiment un film à voir, un petit budget qui a fait le tour des festivals apparemment, qui a vraiment impressionné dans plein de festivals.
Et c'est vraiment une très très belle réussite, magnifiquement joué, et vraiment un film à voir. Je ne sais pas si vous l'avez l'occasion de le voir. Oui, très bon vraiment film, un film. et qui marche très très bien en salle en France. Ah oui. Et c'est mérité. Donc c'est grave, docteur? Très grave. D'accord, très bien. Ouais, moi j'ai pas eu l'occasion encore. Ouais. J'ai raté. Moi non plus, merde. Tous les festivals et toutes les projets. Il est en salle. Et Il est en salle. Il passe encore. il est encore en salle. il passe encore, Et il marche bien et il marche bien. Et effectivement, au-delà du fait que ça soit une Nana La Fémis et qui est quand même pas vilaine, qui l'ait réalisé, qui a posé certains problèmes à des personnes qui ont moyennement aimé le film, entre autres, ça a quand même un impact apparemment pas négligeable sur des projets à venir dans le genre en France, ce qui était loin d'être gagné ces derniers temps. C'est un film belge. Hein? C'est un film belge, je crois. En coprod peut-être, mais c'est en tout cas la nana est française et la réalisatrice est le française. film est considéré comme français, quoi. Et c'est vraiment, elle va au bout du genre, c'est-à-dire qu'elle il y a des scènes s'arrête pas au moment où voilà. On en a plein les franchement, il faut s'accrocher, même si on a l'habitude, nous quand même, on a quand même l'habitude. C'est pas un film qui n'est pas que n'importe qui, quoi. C'est clair que. Il y a des scènes. Et c'est, oui, ça démarre comme un petit truc, voilà, démarre, bizutage, classique, on se dit bon, ok. Et moi, je sais que j'avais fait le blackout, je voulais pas savoir de quoi ça parlait, je savais que c'était pour moi, et je connaissais pas le thème, je veux pas le déflorer ici non plus, même si on en a beaucoup parlé, et on se le prend d'autant plus dans la tronche. C'est vraiment voir ça. Allez-y. Très bien. Patrick, un film récent. Fast and Furious. Non, Le 8. Le 8. Alors, ça roule ou pas? C'est légal, des précédents films, on s'en prend plein la poire, il y a plein d'effets spéciaux dans tous les sens, ça bouge. On range son cerveau. Voilà, pas de problème, c'est du solide, comme d'hab, des jolies filles, des belles bagnoles, allons-y, allons-y, comme on dit. Des cascades de plus en plus improbables, paraît-il. Ouais, mais on s'en fout, c'est fun, on s'éclate, ça bouge dans tous les sens, et c'est ce qu'on demande. Il n'y a que le trio d'acteurs qui est super. Ce qu'on demande, jusqu'à un certain point, quoi. Chacun son truc, hein. Si tu connais le truc, t'aimes pas Non, ça, heureusement tu vas qu'il pas n'y le a voir, pas et que puis c'est des tout, Fast quoi. and the Furious, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais à quoi tu t'attends quand tu vas voir le film. Tout ça. Très bien. Renaud. Moi, j'ai vu un film que j'avais jamais vu de 1986, alors de Stuart Gordon. J'ai vu From Bayonne. From Bayonne From Bayonne. Avec Pardonnez mon accent anglais. Avec jambon. Avec des jambons. From Bayonne et From Beyond. Avec ce que j'appellerais le trio magique, Stuart Gordon, Barbara Crampton et Jeffrey Combs, tiré d'une courte nouvelle, je crois qu'elle a fait 3 ou 4 pages de Lovecraft. Il n'y a pas Ken Foree. C'est Ken Foree, oui. il y a Ken Foree, je vais le dire, oh là 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 là. Donc le film a eu moins de succès que Reanimator, mais moi je le trouve aussi bon. Je vais même peut-être pas m'aventurer à dire qu'il est meilleur que Reanimator, mais Non, quand même pas, mais bon. il lui tient C'est un bon film. la dragée haute. Il y a des super effets spéciaux. Alors comme il est tard, j'ai oublié le nom de. Je crois que c'est John Carl Buckler. Des effets spéciaux très organiques, une belle photographie. On se prend des couleurs. Surtout de Barbara Crampton. Et Barbara Crampton, je pense que vous vous rappelez de la scène où elle est en guépière. Puis connaissant Stuart Gordon, c'est toujours très bien joué. De rester insensible, je pense que Stuart Gordon a une grande estime pour Barbara Crampton parce qu'il l'a mis quand même dans. Il n'y a pas que lui, je pense. Dans des scènes, mais le film vraiment très très bon. Puis Ken Foree, bien sûr, l'acteur emblématique de Zombie qu'on a plaisir à retrouver parce que finalement, des premiers rôles, il n'y en a pas eu tant que ça. Et voilà, donc c'est un bon film fantastique. Alors, il y a une polémique sur l'édition Blu-ray que toi tu as vue. Alors moi j'ai vu l'édition Sidonis qui de toute façon est la seule édition haute définition disponible en France. Ouais. En sachant évidemment qu'il y avait des scènes qui étaient coupées, mais j'avais quand même très envie de voir le film, donc je suis passé outre. Et je regrette pas parce que n'ayant pas vu le film sans les scènes coupées, forcément, ça n'empêche pas la compréhension du film ni de l'apprécier pleinement, quoi. Après, je ne sais pas si quelqu'un a vu. Il n'y a pas grand chose, hein. Mais en fait c'est totalement aberrant, comme c'est souvent le cas. C'est que l'éditeur a reçu les 2 masters et s'est trompé au moment du transfert en prenant le master le plus court, alors qu'il avait accès aux 2. Bon, il n'y a pas grosse différence. Il y a, je crois qu'il est en 3-4 minutes quand même. 3-4 minutes. Quelques plans gore, quelques scènes rallongées, surtout les scènes sadomaso avec Crampton. Là, par contre, c'est dommage. Ouais.
Oui, j'imagine. Mais elles ne sont pas dans le transfert HD français, qui est très bien, hein, mais qui reprend la version R américaine, alors que depuis toujours, il existe une version Unrated plus longue, quoi. Parce que je voudrais dire, auquel il avait accès. Du nombre d'œufs qu'il existe une version complète à l'étranger. Bah oui, le vieux DVD MGM américain et le Blu-ray américain sont tout à fait complets, contrairement à la version française. Enfin bon, je pense que c'est pas la peine de se priver de voir le film parce qu'il manque bien peut-être sûr. 3 ou 4 minutes, c'est ce que je dis, parce que quand on voit certains commentaires, on a l'impression que... La version sale était comment quand il est sorti en France? Est-ce que c'était déjà la version intégrale ou... En fait, pour des raisons d'exploitation, ils voulaient absolument contrer le comité de censure. Et le film a été sorti en fait. Donc je crois que même eux ne savent pas quelle est la version la plus longue. Je pense qu'ils l'ont sorti. Il s'est sorti en salle. Ah, pardon. Oui, mais il est sorti, mais est-ce que c'était la version intégrale? Parce que c'est pas la version cut finalement Non, mais je pense qu'à l'époque en France, si c'est sorti au cinéma, c'était la version tronquée déjà. La version R américaine cinéma, quoi. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce film qui est vraiment très très bon. Bruno, t'as vu quelque chose moi j'ai vu Fast and Furious, mais c'est, comme d'habitude, moi c'est pas ça qui va me... Enfin, je trouve ça sympa et fun et tout ce qui s'ensuit, hein. Mais moi en fait, comme d'habitude, ce que je redécouvre, c'est plutôt des choses plus anciennes que je découvre même carrément, là. Et là, je suis en plein dans Costa Gavras. Ouais, donc c'est tout à fait autre chose, hein. Il y a du travail. Et voilà. Et donc il y a eu un coffret, chez Arte, hein, ça. Ouais. Oui. Un premier coffret chez Arte qui sera complété en fin d'année par un second, et ce sera l'intégrale de son œuvre. Et j'ai vu déjà, en tout cas, ces 2 premiers films que j'avais jamais vus et que je trouve absolument incroyable au niveau mise en scène. Compartiment tueur, qui est un polar. Et qui est qui a eu une énorme influence à mon avis, avérée ou non, suivant les personnes, sur le giallo italien. Et puis son deuxième film, Un homme de trop, qui était un film invisible depuis longtemps, dont film les de droits, guerre, hein. qui est un film de guerre. Pareil, il y a le casting, on va pas revenir là-dessus, sinon on y passe des heures, mais avec que des acteurs incroyables et une mise en scène absolument démente. Et là, je suis arrivé à Z, qui est évidemment le film emblématique de Gavras, qui est un thriller politique qui a eu, à mon avis, une importance politique super importante de nos jours, même si, quand vous verrez cette émission, ce sera peut-être trop tard. Et puis, jusqu'à l'aveu. Le problème, en fait, le problème de ce genre de réalisateurs qui ont une personnalité hyper forte et une thématique assez systématique, c'est que là je m'arrête là pour l'instant. Voilà, je vais faire une pause parce que finalement il démultiplie toujours un peu les mêmes thématiques et la même manière de faire. Et l'aveu, c'est très bien, je l'avais déjà vu mais il y a longtemps et là je le revois maintenant. Mais ça reproduit déjà des tics de mise en scène et de manière de faire. Le même film, en fait. Il fait quelque part, enfin, pas pour ces 2 premiers, hein, qui sont des espèces de films de commande, même malgré leur grande qualité, mais ces 2 premiers films, Z et l'aveu, et État de siège le prouve après, c'est un peu une redite, voilà. Donc c'est des films qu'il fallait voir à l'époque, ou voir dans un certain espace de temps, mais pas les uns derrière les autres. Très bien. Alors moi j'ai vu L'assassinat du Père Noël. En fait c'est un film de Christian Jacques tourné en 1941 pendant l'occupation. D'ailleurs le film est produit par la Continental, triste société de production créée par Joseph Goebbels, donc le ministre de la propagande d'Hitler. C'était un peu pour contrôler le cinéma français à l'époque, ce qui n'empêchait pas les réalisateurs français toujours de faire des films à double message. D'ailleurs, ça a donné pas mal de chefs-d'œuvre, puisqu'il y a eu le Corbeau qui était tourné pendant cette période, produit par la Continental. Il y a eu L'Assassin habite au 21. Il y a eu La main du diable de Maurice Tourneur, donc de très très bons films. Et donc celui-là, L'assassinat du Père Noël, avec Harry Bohr, très beaux acteurs, avec Robert Le Vigan, qui était un immense acteur,
mais qui lui aussi a mal fini, puisque il aimait bien écrire des lettres de délation, justement. Il a eu des petits problèmes à la Libération. Je crois qu'il a fait 3 ans, il a été 3 ans emprisonné en France, et après il a fini en Argentine, où il s'est exilé. Il a fini dans la misère, quasiment. Et donc l'assassinat du Père Noël, c'est un bijou, c'est un chef-d'œuvre. Déjà là, j'ai été épaté par la photo, magnifique photo noir et blanc. C'est tourné la nuit, je crois que de mémoire, j'ai jamais vu une image aussi belle. Donc, en Blu-ray, bien sûr. Oui, en Blu-ray, justement, grâce à la magnifique édition Pathé, ouais, qui ont sorti donc tout un tas de films du patrimoine. Donc c'est un film que je vous recommande fortement. Voilà, messieurs, on va se dire au revoir. Donc, quelle caméra? Celle-là, celle-là, celle-là. Bon, c'est celle-là, apparemment. On passe le coucou à Karine qui n'a pas pu être avec nous pour cette émission, mais qui nous a promis de revenir pour la prochaine. Absolument. Sinon, c'est moi qui ferai son voilà, rôle. Et puis, on remercie encore Daniel Oui, de son sérieux surtout. Bruno de son accueil. C'est une émission, on a et beaucoup Bruno pleuré. de son accueil. Voilà. C'est tourné dans la boutique Metaluna Store qui se trouve rue Dantès à Paris. 7 rue Dante. Pas édenté. 7 rue Dante, on dit. 7 rue Dante, oui. Pas édenté. Comme Joe. Il y en a qui disent Joe édenté, d'autres. Oui, mais enfin là c'est rue Dante. Rue Dante. Tout simplement. Tout simplement. Au revoir. Au revoir, c'est celle-là. Ah, c'est celle-là. Au revoir. À la prochaine. Salut aussi, Loche. Voilà, messieurs. Ever since I was a young boy